Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposé. Pour le deuxième épisode de la saison, on va se rendre en Australie. Ouais, nous on va avoir le droit. Et justement, on va pas parler de Djokovic, mais même si vous allez voir, il y a un thème commun. On va quand même parler de cette fichue épidémie qui est à nouveau venue frapper le pays et donc forcément, notamment, ce qui nous intéresse nous aussi, son football. Et qui dit football en Australie, dit le kangourou bondissant de la rédaction de Lucarne Opposé, Antoine Blanchet-Quérin. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut Nico, bonsoir à tous, ça va très bien et j'espère que toi aussi ça va. Ah bah écoute, moi ça va, hein, voilà, hein, je suis pas confiné, rien, ça va, j'échappe au Covid. Donc c'est passé, c'était derrière moi le confinement, donc ça va. Non, voilà, donc non, ça va, écoute. Voilà, on va justement parler pas mal de cette histoire de Covid. Il en a été beaucoup question ces derniers temps en Australie. Nous, on va pas parler de ça, on va pas parler des pseudo-polémiques, tout le monde qui se met dessus, mais on va parler justement des conséquences parce qu'il y a, comme partout, une nouvelle vague qui a frappé l'Australie, une nouvelle vague d'épidémie qui a frappé l'Australie ces derniers temps. Et justement, Antoine, avant de parler football, avant de nous lancer véritablement dans les conséquences de cette nouvelle épidémie, on va faire un petit point, juste pour poser le contexte. Où est-ce qu'on en est dans cette pandémie de Covid-19 en Australie en ce début d'année et quelles ont été les dispositions prises par les autorités après l'arrivée de cette nouvelle vague ? On va recontextualiser parce que les chiffres d'un point de vue franco-français vont peut-être faire sourire. Mais l'Australie c'est un très grand pays, géographiquement parlant, mais il n'y a que 26 millions d'habitants. Et par exemple, sur les 24 dernières heures passées, les nombres de cas, c'est 10 fois moins que chez nous. Par exemple, ils sont plus aux alentours de 45 000 cas journaliers. Et ils ont connu un pic qui est à peu près de 175 000 cas début d'année, à peu près vers le 15 janvier. Et il y a eu donc ce fameux pic qui est arrivé. Sauf que l'Australie, donc on a pu voir récemment avec les sujets du tennis que c'était un pays qui était très très à cheval sur les règles sanitaires et qui donc impacte fortement le championnat de football. Et on a aussi des mesures gouvernementales qui sont très strictes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Australie est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre national, et chaque État a aussi un Premier ministre. Donc, chaque État a des... donc, on ne va pas rentrer dans la politique complexe, mais on va juste dire, voilà, chaque État peut décider de fermer ses frontières comme si c'était un pays indépendant. Et en termes footballistiques, c'est ce qui impacte le plus les clubs et le championnat actuel, parce que à partir du moment où un État se referme sur lui-même, ça impacte tout le championnat. Et on vous expliquera pourquoi. Et ce que tu disais, Nicolas, là, c'est que c'est sûr que là, il y a des mesures qui sont très contraignantes, parce que hier, donc quand on a préparé le podcast, il y a le Premier ministre de l'État d'Australie occidentale, donc l'État le plus à l'ouest, donc le Western Australia en anglais, Mark McGowan, qui a décidé que les frontières allaient rester fermées alors qu'elles devaient réouvrir à partir du 5 février pour retrouver une vie quasi normale. Et il a dit non, il faut rester comme on est, donc ça a créé un tollé sur les réseaux sociaux, sur les journaux, sur le journal national qui est The West, et qui a écrit d'ailleurs un article qui disait « Le gouvernement de l'État a mis en place des contrôles très stricts sur les voyages entre États », donc c'est-à-dire que quelqu'un de Melbourne ne peut pas venir comme ça à Perth. Le 24 mars 2020, ils ont toujours les mêmes problématiques qu'au 24 mars 2020, c'était il y a 667 jours. Et lorsque les arrivants ont reçu l'ordre de venir, les gens doivent obligatoirement passer par une quatorzaine obligatoire. Ouais, ça veut dire que depuis bientôt presque 2 ans, ce sont les mêmes mesures qui s'appliquent. Exactement, c'est ça. Ce sont les mêmes mesures et on pensait avoir une porte de sortie parce que du coup là, on va parler un peu de foot, mais Perth devait jouer une très grosse partie de sa saison, en début de saison à l'extérieur et revenir à domicile. Et bien là, ça va être très compliqué parce que on va pas demander à chaque club, donc aux 11 clubs du championnat, de venir jouer à Perth et d'attendre 14 jours. Ouais, c'est ça. Et puis on va voir pourquoi. On va vous expliquer pourquoi. Mais vous voyez, déjà pour poser un petit peu le contexte, donc voilà, on vient d'essuyer une vague. On vient parce que les chiffres, tu le disais il y a un instant, on est à peu près à 45 000 cas journaliers depuis quelques jours. On est sur la décrue. On a la sensation qu'on est en train de connaître la fin de cette vague. Il n'empêche que, tu l'as dit, chaque État au sein de l'Australie mène sa politique.
certains États sont extrêmement restrictifs en comparaison d'autres, et ça va forcément créer un décalage. Et justement, on va en parler de ce décalage et on va se Et, jeter justement. Oui, vas-y. et alors, je me permets juste un petit aparté. Je sais pas si vous. Alors, ceux qui nous écoutent vont se dire, bon, c'est parce qu'il y a peut-être un gros pic épidémique. Hier, dans tout l'État, il y avait que 5 cas déclarés de Covid-19. Et depuis janvier 2020, si vous allez sur le site du gouvernement australien, donc générique, le ministère de la Santé, il y a 1328 cas déclarés de Covid-19 dans cet État-là. Donc on voit Ben, à quel point les mesures peuvent être extrêmement violentes, et on va forcément, vous vous en doutez, il y a des conséquences sur le football. Mais avant de regarder ce qui se passe maintenant, on va quand même rappeler, on va essayer de comprendre d'où l'on vient en Australie. Et justement, on va revenir, tu parlais d'il y a 667 jours, on va revenir justement plus ou moins sur cette période-là. On va rappeler que la première crise, la première pandémie mondiale a eu déjà d'immenses conséquences, notamment économiques, sur le football australien, sur la A-League, puisque ça a conduit à pas mal de fins de contrat, et surtout une réorganisation complète de la politique du football local. c'est vrai que ça fait rire maintenant, mais l'Australie était presque dans les derniers pays à fermer son championnat. Je pense que ouais, c'était ça, puisque Ouais, on a longtemps fait des lives, c'était les seuls matchs qui après se jouaient. voilà, voilà. Puis bon, le côté où c'était plus facile pour eux de retarder, on va dire, cette échéance-là, c'est que c'est un pays, c'est une île, donc c'est beaucoup plus facile de se fermer à l'extérieur. Et malheureusement, bon bah, ils ont dû faire comme tout le monde. Et quand on s'arrête, bah, on peut plus jouer. Et tu l'expliquais, il y a eu des conséquences, c'est que s'arrêter, c'est une chose, et reprendre, c'est une autre. Et malheureusement, l'année dernière, ils n'ont pas pu faire tous les matchs. Et ça a une conséquence économique très brutale, puisque Fox Sports, qui était le diffuseur historique depuis 15 ans, depuis le lancement de ce championnat, a profité aussi de cet arrêt pour dire, bah voilà, nous ne diffuserons plus. Ils se sont concentrés sur des valeurs plus sûres. Et en gros, ils se sont appuyés sur le fait, vous vous rappelez le contrat qu'on a signé là, le petit alinéa là, qui nous garantit que vous allez jouer un minimum de temps de journée. Vous ne l'avez pas respecté, donc du coup, Ils ont cassé le contrat, ouais, concrètement. c'était le cas de ces contrats. Et il y a eu un appel d'air assez concret parce que du coup, les autres marques se sont désengagées. On a eu l'autre gros sponsor, le constructeur Hyundai, qui est parti. Hyundai, lui, c'était environ 80 millions de dollars sur 15 ans, donc ça fait à peu près un contrat annuel à 6 millions de dollars, en dollars australiens. Tout accumulé dans le rapport financier qu'on a reçu, il y a un très joli graphique qui nous montre que les pertes sont estimées à 100 millions de dollars australiens. Donc c'est une correspond à 23%, hein, c'est ça, hein, presque oui. Le quart, hein, ils ont perdu le quart. Oh, c'est ça. Non mais il faut se rendre compte que c'est un championnat qui était déjà en difficulté, ça se regardait de moins en moins. Mais dans les metrics, donc en audience télé, le championnat féminin de cricket était plus regardé que le football. Donc il y a des gens, Fox Sports a fait un appel d'air pour que tout le monde parte. Aldi est parti, Aldi s'occupait des jeunes. Aldi est parti, Fox Sports est parti, et il fallait tout refaire. Donc après, ils ont tout réorganisé. Et les conséquences sur le terrain, parce que là on a un point de vue macroéconomique, mais les conséquences sur le terrain, c'est que le salary cap, qui était de 3,2 millions de dollars, est passé à 2,1 millions de dollars. Donc vous squeezez 30% de votre dispo, quoi. Tout en sachant que déjà, à l'origine, donc là, quand on parle de salary cap, vous voyez très bien de quoi on parle. On parle du salaire maximal que l'on peut donner à un joueur. Déjà, un groupe même. Un groupe, pardon, oui, puisque le salary cap, c'est à l'échelle du groupe. Exactement, c'est vrai. Ouais, tu fais bien de le préciser. Mais alors déjà que l'Australie pesait pas très lourd, économiquement parlant, pour attirer des joueurs, hein, on se rappelle que les meilleurs joueurs australiens, on les a vus partir en Thaïlande ou en Inde. Hein, donc voilà. Oui, là, c'est encore pire puisque ce salary cap pour le groupe a baissé d'un tiers. Donc les conséquences sont multiples, et ce qui a provoqué, tu le disais donc, cette maxi réorganisation du football local. Oui, voilà, ils ont tout réorganisé, c'est-à-dire que déjà, il y a eu James Johnson, donc qui a pris la présidence de la Fédération australienne, qui est quelqu'un du football. Donc avant lui, c'était David Gallop, qui était quelqu'un qui était issu du rugby. Donc ils ont mis quelqu'un de compétent dans le sport qu'il préside. Et il avait plein d'idées en tête, donc il s'est dit autant aller de l'avant. Ils ont récupéré quand même un sponsor qui est Isuzu UTE. Donc Isuzu, c'est une marque d'utilitaire. Ils ont récupéré 3-4 millions de dollars par an.
Donc ça Tu peux va, je peut-être trouve, dire la enfin, je moitié. trouve que, bon, ils essuient les plates quand même, mais bon, ils ont quand même réussi à retrouver une certaine valeur. Puis la ligue est devenue indépendante, ils ont créé la LFP australienne qui s'appelle l'Australian Professional League. Et donc du coup, les clubs doivent gérer la ligue comme ils le peuvent. Ils ont, Ils ont ils ont- retrouvé donc... Ouais, je te Vas-y. coupe 2 secondes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même profité de la situation pour prendre le contrôle de leur destin. Oui, voilà. Après, bon, ça patouille un petit peu. Ils ont mis 30 Ouais. millions de dollars dans un nouveau site qui est illisible parce que, alors, sur le site de Ligue 1.fr, je prends l'exemple français, vous allez sur Ligue 1.fr et vous attendez pas à voir l'actualité du football anglais ou allemand. Et ben, les Australiens ont décidé de tout mettre. Donc moi, souvent, quand je veux voir ce qui s'est passé, j'ai les résultats de Brest ou de Lyon, Ouais, c'est compliqué, sans ouais, c'est rire. très Donc compliqué. bon, ils pédalent dans la semoule. Donc, Ouais, c'est vrai, mais il faut le bon, dire. voilà, bon, faut leur laisser le temps, je pense. Ouais. Et on en parlait avant tous les deux, mais actuellement, on n'a pas de chiffres, mais les clubs sont dans des difficultés financières qui sont quand même assez élevées. Dans une récente interview de James Johnson, il expliquait donc lui, déjà il se félicitait du récent transfert de Riley McGree à Middlesbrough parce que Adelaide avait mis en place quelque chose qui est très courant chez nous, c'est récompenser le club formateur dans les transferts. Donc, je sais pas, Bondy a sûrement récupéré de l'argent quand Mbappé a été transféré de Monaco à Paris, j'imagine. Je dis pas de Mm. bêtises? Ouais, ouais. Non. Oui, Et ben, il y a en une prime Australie, qui est ça se versée au fait club pas. formateur. En Australie, ça se fait pas, à part à deux clubs. Adelaide United qui vend beaucoup de jeunes et Melbourne City. Bon, Melbourne City, ils ont l'avantage d'être dans un groupe qui s'appelle le City Football Group. Ouais, ils On sont ne à refait part, pas ouais. l'histoire, mais bon, ils ont une avance certaine dans comment gérer le foot. Et James Johnson a aussi travaillé dans le City Football Group. Lui, son chef de bataille, c'est de mettre en place un système des transferts, parce qu'en Australie, quand un joueur passe d'un club à un autre, d'indemnité L'indemnité. de transfert. Ouais. C'est-à-dire que le joueur part libre, il arrive libre, son contrat est rompu. Ils ont quand même mis en place des prêts, donc il y a certains joueurs qui partent en prêt. Et là, lui, il aimerait mettre en place quelque chose qui existait dans les années 90 en Australie, mais qui a été arrêté parce qu'il y avait plein de corruption. C'est un système de transfert comme en France, comme ce qui est connu, Enfin, comme c'est-à-dire ailleurs dans le monde, hein. Concrètement, comme partout dans le monde, en fait. oui, bah si Oui. tu le dis, oui. Mais en tout cas, voilà. Et en ce moment, ça bloque. C'est quelque chose qui bloque parce que ce serait mettre en péril côté fermé de la ligue. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Mm. Mais il expliquait que voilà, actuellement, les clubs, c'est un peu difficile. Et je rappelle, c'est qu'aujourd'hui, les Newcastle Jets n'ont plus de propriétaires. Donc ce sont les 11. Alors, je pense pas que les 11 clubs le sont, mais je sais que les Wanderers le font. C'est les Wanderers qui payent actuellement les joueurs de Newcastle Jets. Ouais. Donc c'est un système un peu fou. On voit à quel point c'est précaire. On, En, on voit à en quel gros, point c'est ça. l'équilibre, on voit à quel point l'équilibre est fragile. Parce que là, pour le coup, l'équilibre est fragile. Et ça, ce sont les conséquences de pratiquement 2 ans de crise. On pensait qu'on allait enfin en sortir. Malheureusement, non. On vient de le voir. Nouvelle crise. euh, qui est venue aussi donc frapper le football australien. Et justement, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la chronologie des événements, les chronologies des événements récents? Comment cette crise est arrivée comment cette pandémie est venue frapper le football australien? De plein fouet. Non, mais Normal. déjà, c'est vrai que la saison était très bien commencée. On avait donc voilà, on a 6 matchs par journée. Voilà, ils avaient mis en plus un petit multiplex le samedi matin. On pouvait voir 2 matchs. Et Omicron est arrivé. Et donc je rappelle ce qu'on a dit avant dans l'état donc de l'Australie occidentale. Ils ont pu faire un match avant. Donc le tout premier match, là où on a pu voir les 8 premières minutes de Daniel Sturridge, donc, qui a été transféré au Perth Glory. Et à partir, donc c'était contre Adelaide United. Et à partir de là, on avait dit, comme on sait déjà que dans l'ouest du pays c'est fermé, on avait demandé déjà à Perth et à Wellington Phoenix, qu'il ne faut pas oublier, qui sont de Nouvelle-Zélande. C'est comme si c'était un autre État. Enfin, je ne veux pas dire que On va dire ça comme ça. donc c'est-à-dire que Perth devait jouer 8 matchs à l'extérieur, donc vivre 8 semaines en dehors de la famille, et Wellington pareil, à peu près. Et ils devaient se retrouver donc à la date mi-janvier, si je dis pas de bêtises, le match de la réunification. Alors il y avait tout un petit délire un peu sur Internet, c'était le match qui devait réunir les deux États le pays et l'État qui devaient se réouvrir. Pas de bol. On a eu le premier mail le 16 décembre qui nous disait déjà il y a un premier cas de Covid à Perth. Donc on évoquait ça avant parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper compliqué parce qu'il y a eu un cas de Covid donc à Perth. Et là on a dit aux joueurs avant Noël, donc on est le 16 décembre.
vous ne pourrez pas faire Noël avec votre famille, vous allez le faire en confinement dans une chambre d'hôtel. Pour un Donc cas, hein. imaginez On rappelle bien, pour un un cas. cas. Bah, à l'époque, c'était un cas. Déjà Ouais. à l'époque, c'est un cas. Un cas contamine, entre guillemets, potentiellement 25 personnes. Enfin, ils n'étaient pas 25 dans le groupe pro, parce qu'il y en avait certains qui étaient restés à Perth. Mais mentalement, vous êtes joueur de foot et vous vous dites Ouais. Attends, on va y revenir hein, sur l'aspect mental. on va y en parler revenir, tout à l'heure, ouais. mais voilà. Et ça a été une accumulation de un match, 2 matchs, puis on passe où en fait où les journées sont réduites à aucun match ou au maximum 2 matchs, et ça devient très compliqué. Et encore aujourd'hui, là, demain, vous regardez, il y a Il y a qu'un un match. match. Il y a un match au moment où on enregistre. J'étais en demain, train de me dire, non, c'est est-ce ça. qu'il y a encore Mais Non, il y a. il y a un match. Il y a Brisbane qui joue. Mais voilà, justement, tu l'évoques. On va les aborder, ces conséquences directes sur le championnat. On va commencer par les premières. Alors, tu le disais, tout ça passait bien. On a eu 5 journées tranquilles. C'était bien. On avait 6 matchs par week-end. On pouvait même profiter des multiplex. On pouvait même profiter des matchs en direct sur la chaîne YouTube quand ils n'avaient pas oublié. Donc, c'était parfait. Et ce week-end, par exemple, là, au moment où on enregistre, ce week-end, ce devait être la 11e journée. Sauf que, les 5 journées qui viennent de précéder notre week-end, on n'a joué que 6 matchs sur les 30. Et tu l'as dit, ce week-end, il n'y a qu'un seul match qui va se jouer. Donc, concrètement, on se retrouve déjà, au moment où on enregistre, avec 29 matchs qui ont été reportés. Et donc, un gros problème qui va se poser au niveau du championnat, au niveau de son organisation et au niveau de sa lecture, hein, Antoine. Bah, complètement. Faut se rendre compte que tu viens de dire 30 matchs où trouver des dates, quoi. C'est ça. Tout en sachant que Perth peut pas jouer à la maison, que Wellington, bah, pour l'instant, ils sont en Australie. Et tu le disais, bah, les conséquences sont énormes. Alors, ils l'ont déjà fait l'année dernière, c'est qu'ils avaient fait main basse sur la Ligue des Champions. Ouais. C'est-à-dire la conséquence de la Ligue des Champions. Donc, on avait écrit sur Lucarne Opposée que la compétition démarrait en mars. Mais le problème, c'est que déjà, rien qu'en termes calendaires, les matchs de la Ligue des Champions écrasent des matchs du championnat. Ou inversement. Oui, surtout qu'en plus, Donc, alors ça, on l'a déjà. déjà parlé dans un autre podcast sur l'organisation de la Ligue des Champions. On vous le rappelle si vous ne l'avez pas écouté ou si vous n'avez pas l'habitude, il faut quand même le rappeler. La Ligue des Champions se joue sur des hubs, se joue aussi dans des bulles. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment partir pour une durée. Et on va jouer un nombre de matchs totalement dingue. Enfin bon, voilà, c'est un autre débat, mais quand Antoine dit ça écrase le championnat, ça l'écrase vraiment. C'est-à-dire que ça ne se chevauche pas. C'est-à-dire que les joueurs, les équipes qui doivent jouer la Ligue des Champions sont obligés de partir jouer sur un hub pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est un vrai problème qui va s'ajouter à tout cela. C'est ça. Alors imaginez, comme dit Nicolas, le hub. Très bien. Notre club, on va prendre Melbourne City qui est qualifié en phase de groupe. Même ceux qui vont... Alors on ne connaît pas encore les identités des autres qualifiés. Il faut attendre la finale de la Coupe nationale. Ils vont y aller. Ils font leur match, ils reviennent. 14 jours d'attente. Fois potentiellement 3 clubs. Donc vous minez le championnat. Plus Wellington et Perth qui ne peuvent pas jouer à domicile. On se rend dans un truc. Bon, l'année dernière, ils ont fait main basse sur la Ligue des Champions. Ils ont dit on ne pourra pas venir la jouer. Qui est encore une possibilité pour cette année, concrètement. Clairement, je pense que c'est très ouvert parce que bon, la Ligue des Champions, je pense que quand on fait main basse dessus, bon, c'est que ça, c'est pas dans le cœur, quoi. Mais le problème, c'est que alors comment on dit, les coefficients du pays, quand vous envoyez 0 club, vous avez 0 points. Sauf que les clubs qui sont en dessous vont ils remontent. grappiller. Alors si je dis pas de bêtises, dans la dernière échelle de coefficients qu'on a eu, l'Australie, c'est clairement, elle a dégringolé. Donc du coup, on se retrouve clairement peut-être à jouer la AFC Cup et on n'aurait peut-être plus qu'une place pour l'instant qualificative en Ligue des Champions. Bah déjà, l'Australie est passée. On sait pas trop parce que deux équipes. Déjà, l'Australie est passée avec 2 équipes qui arrivent au premier tour. On a qu'une seule équipe qualifiée pour la phase de groupe. Est-ce qu'on va avoir pour l'instant, on ne sait pas, mais est-ce qu'il y aura des pénalités parce que l'année dernière ils y sont pas allés. Enfin, on ne sait pas trop. Histoire qu'on si on revient sur le championnat, voilà, c'est ça, qu'on revienne sur le championnat, qu'on se perde pas trop sur la Ligue des Champions. Donc, on a quand même 30 matchs qui sont pas joués, 29 pour l'instant, mais on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres au fur et à mesure des semaines. On fait comment là en championnat? Ils vont faire comment? Ils avaient fait comment la dernière fois? L'année dernière, ce qu'ils ont fait, c'est que ils les ont pas joués. Ils peuvent pas étirer le championnat, ils les ont pas joués. Et du coup, cette année, on s'est dit peut-être qu'ils vont trouver autre chose. Greg O'Rourke, donc qui est le chef des 3 ligues, donc la ligue masculine, féminine et jeune, a dit que clairement, sur la table, c'était possible que le championnat soit coupé, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter peut-être avant, quoi.
Le seul problème, c'est que, je rappelle en début de podcast, qu'est-ce qu'on disait dans l'ancien diffuseur? Il a dit, mais si vous jouez pas un nombre suffisant, le contrat, bye bye. Et cette année, ils sont diffusés par Paramount. Alors, c'est exactement comme Amazon Prime, c'est-à-dire que bah, vous allez sur. Enfin, c'est pas une chaîne télé. Donc, peut-être que Paramount va dire, bah oui, mais nous, on avait garanti, je sais pas, 20 matchs, vous en avez joué que 19, donc hop, ristourne. Ouais, De toute façon, ils demanderont forcément une ristourne parce qu'ils forcément. joueront moins de matchs que ce qui est prévu. Et derrière, la Ligue des champions asiatiques, pour être éligible, il faut avoir un minimum de 27 journées. Comment on fait? Ouais. Ben, je pense que c'est. Alors, moi, je pense clairement que la Ligue enfin, les compétitions club continental, c'est leur dernier des soucis. En termes national, aujourd'hui, le classement est illisible. Je vous invite à regarder le classement. C'est impossible à lire parce que, ben, mathématiquement, Adelaide United a 8 matchs dans les pattes. Il est 7ème. Perth en a 5 et dernier. Central Coast est 5ème avec 5 matchs. Donc si vous faites les plus 3, le Ah ouais, c'est 10e peut impossible. très bien être premier. Bah, il n'y a pas de... Enfin voilà. Là, actuellement, on va revenir juste après, mais là, les joueurs, ils veulent juste jouer. Et je pense que même le championnat n'intéresse pas. Enfin, ils veulent juste de jouer et trouver un peu de stabilité sociale et sportive. Exactement, justement, on va les aborder, les joueurs. On va faire un petit rappel pour quand même expliquer pourquoi on en arrive là. C'est quelque chose qu'il faut quand même que l'on pose, que l'on vous pose pour que vous ayez bien à l'esprit pourquoi il y a autant de matchs reportés par week-end. Parce que les règles, on parlait de contraintes énormes qui sont mises en place par certains États, mais par la Ligue professionnelle aussi. Parce que les contraintes pour report, enfin comment dirais-je, les conditions qui conduisent au report d'un match sont quand même beaucoup plus forte qu'en France, par exemple, pour rappel, hein, on l'a vu, hein, ça a agité les débats ces dernières semaines, surtout si vous êtes des supporters de Bordeaux. On voit qu'en France, et encore ça a été allégé encore, il faut avoir au moins 11 joueurs indisponibles pour demander le report d'un match sur une liste de 30 joueurs envoyés à la Ligue en début de saison. Ou alors ne pas avoir de gardien, enfin bref, voilà. Mais gardez bien en tête le chiffre 11 joueurs indisponibles pour demander le report. En Australie, un match est reporté dès qu'un club a 5 cas de Covid. Donc vous voyez pourquoi c'est aussi drastique et pourquoi il y a autant de reports. Et tu l'évoquais, Antoine, il y a d'énormes conséquences. On a vu les conséquences, on va dire, macro en termes de compétition, avec le souci de calendrier, le souci de classement illisible, d'équipes qui arrivent avec des niveaux de match complètement différents. Et donc, on peut aussi se poser des questions quand ça va revenir pour tout le monde, d'équité sportive, tant par rapport à la condition physique et tout. Mais au-delà de cette simple contrainte logistique, si je puis dire, cette crise, qui donc maintenant ne fait que s'étendre en Australie, a bien d'autres conséquences sur les joueurs. Et les premières conséquences, on va les aborder parce qu'on se souvient, par exemple, que ça a été abordé à l'époque en MLS avec Toronto qui était obligé d'être enfermé dans une bulle en Floride. Au bout d'un moment, les joueurs n'en pouvaient plus de ne plus voir leur famille et tout. Et on a vu la saison qui s'est terminée en MLS, ça a été très très compliqué pour Toronto, hein, qui a continué au départ dans une bulle, qui en plus s'est pris des cas d'isolement avec la Covid et tout et tout. Bon bref, justement, les conséquences mentales, on va les aborder. Et on peut les aborder avec une équipe qui, je pense que tu seras d'accord avec moi, Antoine, est peut-être celle qui en prend le plus, qui en subit le plus dans toute cette histoire. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Wellington qui est enfermé dans une bulle, tout simplement. Imaginez-vous, alors, que vous soyez étudiant, salarié, peu importe, votre activité. On vous dit, ben, écoute, pour que tu continues ton activité, va falloir que tu quittes famille, amis pour environ 400 jours. Et ben, c'est ce que le club de Wellington, joueurs, staff inclus, a fait l'année dernière, et ce qui, je pense qu'on va continuer à faire cette année, c'est que pendant 433 jours, ils ont tout quitté pour venir jouer donc à Wollongong, qui est au sud de Sydney. Voilà, c'est comme si la franchise déménageait et ils ont vécu dans Mais c'est comme si une la bulle. franchise, je te coupe 2 secondes, c'est comme si la franchise déménageait, mais que les joueurs, hein, pas les familles. Ah non, ah oui, ah non, ah non. Et, ils déménageaient, on prenait le joueur, il venait s'entraîner, il revenait dans un appartement ou dans l'hôtel et voilà, c'est tout, terminé. Et bon, l'année dernière, c'était un peu différent parce que je pense que dans la communication, c'était pas pareil. Il y avait de se dire, voilà, c'était bizarre. Enfin, sauf que maintenant, les joueurs commencent à en parler beaucoup plus facilement parce que il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole en disant que voilà, on pouvait être sportif de haut niveau et être en dépression complète. On l'a vu, on l'a surtout vu. Je trouve que c'est bien au tennis. Je pense que les images du tennis, que ce soit les Français ou autres, on les a vus Ouais. s'entraîner dans les chambres d'hôtel. Les joueurs de foot en Australie, c'est ça.
à Wellington, ils ont fait ça. Sauf qu'ils n'avaient pas de raquettes, ils pouvaient pas sortir. Du coup, on leur envoyait des vélos, ils s'entraînaient sur Zoom, enfin, etc. Au début, c'était drôle parce que ils étaient en slip, on avait des captures d'écran. C'était drôle. Sauf que, en fait, socialement parlant, ils commençaient à péter des câbles, clairement, à Wellington. Par exemple, Alex Rufer, qui est le capitaine du club, il disait « On avait peur des conséquences à long terme parce que on avait plus peur des conséquences médiatiques que dans la santé elle-même du joueur. » Il disait par exemple, donc lui il est tout seul dans une chambre, il disait tous les jours on devait s'astiquer le nez, et il disait, bah voilà, nous on avait peur de la médiatisation parce que si on était positif, on savait que toute la presse voulait savoir combien de joueurs, qui c'était, machin, tout ça, et il disait ça devient pesant et à en trembler, c'est ce qu'il disait, ça devient en trembler. Et même après ça, il commençait à dire, ben voilà, c'est le Covid long, ils savaient pas trop, ils avaient entendu des joueurs qui avaient du mal à respirer. Il y avait une peur qui s'installait, et on va en reparler. Ouais. Et pour vous dire l'aspect un peu fou, c'est que quand ils sont revenus au pays, donc on avait écrit d'ailleurs sur Lucarno Posé, ils ont eu un retour de champion olympique. C'est-à-dire qu'à l'arrivée de l'avion sur le tarmac à Wellington, le maire de Wellington, et donc Andy Foster, était là, c'est pas une parade, hein, mais était heureux de retrouver les joueurs, et on avait les familles, c'était vraiment... Enfin, on vous montre une photo hors contexte sur Lucarno Posé de cette arrivée-là, on vous dit commentez l'image, vous vous dites clairement... c'est une équipe sportive qui revient des Jeux Olympiques. Mais non, c'est une équipe qui revient parce qu'ils ont passé 8 mois hors de tout contact, sauf contact, on va dire, avec les téléphones, tout ça. Ouais, mais ils n'avaient aucun contact à part les joueurs avec qui ils jouaient. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est la deuxième lame en fait. C'est-à-dire que ces joueurs-là ont vécu une première période dans une bulle, en sont sortis, ont été célébrés. Et tu disais, hein, c'est ça, hein, c'est comme s'ils revenaient avec un titre international. Voilà, ils ont été célébrés. Il y a eu aussi cette libération, on peut dire le mot, cette libération de revenir auprès de ses proches, de revenir, voilà, croiser les gens de chez eux et tout. Et là, bam, ils se reprennent. On leur a dit bon, vous avez bien profité. Maintenant, vous repartez dans votre hôtel, loin de chez vous, et on redémarre. Donc c'est vrai que l'impact psychologique c'est peut-être l'une des bonnes conséquences, si on doit s'exprimer ainsi, c'est un peu maladroit, mais je trouve pas d'autre mot, de toute cette crise, c'est que les gens commencent à prendre conscience de l'importance de l'aspect psychologique dans la carrière des sportifs de haut niveau, parce que là, pour le coup, on voit des cas, voilà, tu parlais d'Alex Rufer, mais voilà, ça commence à peser très très fort, et on va rebondir, tu disais un instant, les conséquences physiques, justement, les conséquences physiques, il y en a, on le sait, elles commencent à être documentées, et il y a un club où on commence à se poser beaucoup, beaucoup de questions justement sur ces conséquences physiques, notamment c'est Perth. ce qu'il faut se dire, c'est que donc Wellington, actuellement, bon, ils sont tous passés par le Covid, c'est-à-dire que sur un groupe professionnel australien, c'est à peu près 25 joueurs, groupe pro. Donc c'est là où on peut relativiser la règle des 5 cas positifs qui reportent le match. À Wellington, 19 joueurs du groupe pro, sans inclure le staff, ont eu le Covid. Donc, bon, ils commencent à s'en sortir un petit peu, parce que limite, certains clubs espèrent que tout le monde ait le Covid pour s'en sortir. Par exemple, Melbourne City, Patrick Kisnorbo disait clairement en conférence de presse, j'ai quasiment plus de 3/4 de mes joueurs qui ont le Covid. Il dit, j'espère qu'une chose, c'est que presque tout le monde l'ait. Mais il le dit de façon dépitée. Enfin, quand je le dis là... Résigné, ouais. Moi, j'ai vu comment il a parlé, mais c'est vraiment résigné, c'est vraiment les bras qui tombent et tout ça. Et à Perth, on commence à avoir des joueurs qui parlent parce que c'est hyper pesant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brendan O'Neill, donc, qui est jeune papa en plus, qui du coup dans le Perth Gate, comme ça s'est appelé quand le club de Perth était resté bloqué à Brisbane, il expliquait « Cette saison, ce sont des hauts et des bas. On ne peut pas savoir si nous allons nous entraîner, si nous allons jouer et à quoi va ressembler la fin de saison. » Donc, quand vous êtes sportif de haut niveau, consciencieusement parlant, vous savez comment va se dérouler votre saison. Là, c'est un tunnel et vous voyez rien. Vous ne savez pas si vous allez vous entraîner sur Zoom, sur un vélo elliptique, si vous allez devoir aller à l'hôtel. Et en plus de ça, c'est que Perth, quand ils étaient bloqués à Brisbane, il faut se dire que le groupe pro était divisé en 3 groupes. Donc il y avait le groupe qui était parti jouer Brisbane, donc ils étaient une vingtaine. Il y avait Daniel Sturridge et les autres d'autres joueurs qui étaient à Sydney, bloqués à Sydney, et il y avait Brendan O'Neill et des jeunes qui étaient à Perth. Comment vous voulez jouer comme ça? Et là, ils ont refait un match contre Perth récemment. C'était catastrophique. Les joueurs c'était de la pré-saison. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est de la pré-saison. Et ils sont plusieurs à le dire ça.
Il y a Duncan, le gardien de but de Newcastle Jets, qui disait nous, ça fait 3-4 semaines qu'on n'a pas joué. Il dit en fait, on a refait une pré-saison, c'est-à-dire qu'on a refait du GPS, on a refait des courses. Et il dit on a le sentiment de ne pas avoir perdu, mais on a hâte de retrouver. Donc c'est-à-dire que Newcastle, qui était jolie dynamique, peut très bien prendre 5-0 quoi. Parce qu'ils vont être complètement... Ils repartent à zéro en cours de saison, quoi, concrètement. Mais c'est que ça, et donc ils expliquaient ça, et il y a Jonathan Aspropotamitis, donc qui est le défenseur de Perth Glory, qui a fait une tribune complète, que je vais vous résumer, qui a expliqué donc qu'est-ce qui s'est passé et comment c'est. Et il disait que quand au Queensland on leur a dit écoutez les gars, on a un cas de Covid, donc qui était Pacific Ndion-Barré, le joueur était dépité, hein, parce que il savait que comme il était positif, il allait condamner ses joueurs à ne pas fêter Noël. Il disait que la plupart des joueurs, donc là c'est le défenseur qui parle de Perth, il dit la plupart des joueurs pensaient que c'était une blague. Il faut se rendre compte, ils se disaient, pour eux c'était non mais on va faire Noël avec notre famille, et non. La LFP australienne a dû affréter un charter et donner à chaque joueur, staff, membre, enfin tout ce que vous imaginez qu'un club de foot peut comporter, des lettres de la police. Alors je sais pas comment c'est les bons mots, mais je veux dire de la police, une dérogation quoi. D'une sécurité, voilà, disant Monsieur Machin peut revenir là, Monsieur Machin avec le test Covid, tout ça. C'est ça, c'est comment voulez-vous jouer? On est toujours sur un petit peu ces aspects mentaux, sur ces aspects de rythme. C'est important, c'est par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des équipes qui n'ont absolument plus aucun rythme et qui vont encore, tu le disais, hein, ils sont repartis sur une pré-saison. Ça va aussi fausser la suite par rapport aux équipes qui, elles, continuent de jouer. Donc ça pose un problème là-dessus. Mais il va y avoir un autre souci qui se pose et qui est documenté justement en Australie. C'est le problème des conséquences de la Covid sur l'état physique des joueurs. Alex Ruffert disait l'année dernière qu'il avait peur du Covid long. Et le Covid long commence à avoir des conséquences maintenant. Et toujours pareil, on a des joueurs qui ont très mal vécu le Covid. Il y a des joueurs qui ont vu le Covid asymptomatique, isolement, ils sont revenus, ils ont fait quelques tests d'effort. Et on a des joueurs qui ont commencé à se dire moi, le Covid, je l'ai très mal vécu. Le cas le plus difficile qu'il y a eu, c'était Alex Chidiac. Donc là, on est dans le championnat féminin, qui est joueuse du Melbourne Victory, qui, elle, carrément était paralysée par le Covid. Elle a mis beaucoup de temps à revenir. Et donc elle n'avait pas d'appétit, elle avait des très gros problèmes de respiration. Elle est vaccinée, elle est doublement vaccinée, donc imaginons ce qu'elle aurait eu si elle l'avait pas. Et elle avait quand elle respirait, elle disait j'avais l'impression d'avoir un ventilateur de gorge. Et elle tombait, elle n'arrivait pas à passer d'une chambre à une pièce à l'autre chez elle. Et elle a mis beaucoup de temps à revenir sur le terrain. Chez les garçons, donc on a Ryan Grant qui, en fait, il disait j'ai eu le Covid, je suis revenu. Et il disait dans mes courses d'élan, il dit mais c'était des joueurs que j'arrivais à suivre et j'arrivais plus à suivre dans les derniers mètres. Et il dit j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui se passe de mauvais. Et on a eu d'autres joueurs qui ont commencé à se dire ça. Et le problème c'est que quand vous avez quasiment tout votre groupe professionnel qui est impacté, vous avez sûrement des joueurs qui vont mettre beaucoup plus de temps à revenir. Et d'ailleurs, il y a Andrew Clark, donc, qui est le responsable, alors en anglais c'est Sport Science, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Il travaille, ça fait 3 ans qu'il travaille donc, pour la sélection australienne, et il expliquait qu'il y a une perte entre 5 et 10% des pleines capacités d'un joueur professionnel après le Covid, des statistiques il a monté, et qu'il y avait tout un processus intense à faire, et que lui, selon ses statistiques, il faudrait 14 jours pour reprendre l'entraînement, c'est-à-dire le joueur revient sur les terrains, il sort de confinement. Pour qu'il arrive à 100%, c'est 14 jours. Donc c'est 2 journées en moins. Et on rappelle, j'en profite pour rappeler que par exemple en France, la procédure de reprise a été allégée. Elle était de 18, elle est passée à 13. Donc on est en dessous des 14 jours que Andrew Clark préconise, basé sur son travail c'est ça. Oui, après voilà, c'est son travail. Et il y a par exemple Ufuk Talay, donc, qui est l'entraîneur du Wellington Phoenix, qui lui disait pour des cas comme ça, il faudrait que tous les clubs travaillent ensemble, fédération comprise, et je pense qu'il a dû entendre ces mots-là d'Andrew Clark, et du coup, il a envoyé une bouteille à la mer pour que toutes ces données soient mises ensemble il explique bien, pour le bien-être des joueurs, pour pas briser, je sais pas, parce que, comme disait Andrew Clark, il y a le Covid, sur certains des cas qu'il a vus, il y avait des lésions cardiaques et des lésions respiratoire. Il a remarqué qu'il y avait sur certains joueurs, alors est-ce qu'il parle de la sélection ou pas, on ne sait pas trop, il garde le secret médical, mais il explique que là où il a eu le plus de problèmes, c'est dans l'oxygénation des muscles. Enfin, il n'explique pas, mais il dit dans l'oxygénation dans son ensemble. Donc il faut s'imaginer, si tous les groupes de joueurs sont tous contaminés, il y en a sûrement
certains qui vont passer à la trappe, qui vont avoir du mal. Et quand on a l'exemple de Alex Chidiac, donc, qui a 23 ans, qui joue au Melbourne Victory, qui a été très malade, et Ryan Grant, qui a été un des premiers à avoir le Covid, même lui, qui est bien revenu, il le dit encore, j'ai encore du mal à faire les 5-10 dernières mètres sur une course à forte intensité. Ouais, on le voit, ça aura Donc, des conséquences. et donc, du coup, ça revient avec les points qu'on a dit. Derrière un club qui est, on va dire, un outsider, peut être miné par le Covid et inversement. Ouais, et en plus, Donc, ça vient s'ajouter à tout ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire toute la problématique. Vous voyez à quel point la tâche va être compliquée, c'est-à-dire que ces problèmes-là qui commencent à être documentés, et on comprend les propos de Fouktalaï qui veut que tout le monde compile les données, forcément, c'est de l'épidémiologie de base, c'est-à-dire que plus on a de, plus l'échantillon est large, plus les conclusions sont solides, et plus on peut aussi appliquer derrière des choses communes pour essayer de réparer cela. Vous avez ces problèmes-là purement liés à la Covid, et vous allez cumuler le rythme, un calendrier qui risque d'être surchargé quand on va reprendre, etc. etc. Et on l'a vu aussi, les problèmes de joueurs à redresser sur le plan mental parce que ça devient compliqué. Donc on le voit, ouais. cette nouvelle crise qui ne lâche pas, le football australien malheureusement continue de faire des dégâts. Et on va juste aborder cela pour conclure ce podcast, Antoine. Il y a une dernière conséquence, et c'est la sélection, forcément. Oui, ouais. Une sélection qui n'est pas forcément super bien engagée dans les campagnes de qualification. On rappelle qu'au moment où on enregistre, l'Australie est 3e, donc pour l'instant, elle est barragiste de sa zone. Il reste 4 matchs à jouer. Prochain rendez-vous dans une semaine sur la prochaine fenêtre FIFA face au Vietnam. Et ensuite, avec un match face à Oman. Comment ça se passe pour Graham Arnold? Comment il arrive à faire sa sélection, lui qui a déjà du mal? Oui, alors déjà du mal. C'est-à-dire que c'est compliqué pour l'Australie parce que ils ont fait un tour donc le tour numéro 2, parce qu'il y a 4 tours pour se qualifier, donc c'est surtout le 3e tour que l'on joue actuellement qui va qualifier l'ensemble des clubs. C'était passé facilement parce que la compétitivité était très facile, 8 matchs, 8 victoires, une trentaine de buts inscrits, 2 buts encaissés. Sauf que là, on joue contre l'Arabie Saoudite, le Japon. Et il y a un peu plus de difficultés. Et dans la difficulté sportive s'ajoutent les difficultés Covid. Alors d'un point de vue européen, c'est beaucoup facile parce que les joueurs jouent globalement tous en équipe de France. Est-ce qu'il y a un joueur qui joue autre qu'en Europe? Non. Je crois pas, non. Faut s'imaginer qu'en Australie, ils jouent un peu partout dans le monde. On va avoir des joueurs en Chine, je prends le cas d'Aaron Moy. On va avoir des joueurs au Japon, je prends l'exemple d'Adam Taggart qui est l'attaquant. On va avoir des joueurs qui jouent aux États-Unis avec Brad Smith à Seattle. On va avoir des joueurs qui jouent en Angleterre, en France pour Denis Genro, etc., etc. Donc il y a autant de pays que de contraintes différentes. Et le pauvre Graham Arnold qui est déjà en difficulté sportive parce que l'Australie est 3e, donc elle jouerait potentiellement l'autre 3e du groupe A. Donc du coup, le problème c'est que comment on peut retrouver, on va dire, un lien entre les joueurs, toujours un 11 titulaire avec quelques changements quand ça change tout le temps. Et sans pouvoir s'appuyer sur les joueurs du championnat local. C'est ce qu'on avait écrit, c'est ce que même lui a dit. Il dit, moi j'aimerais bien pour tout le potentiel que j'ai en face de moi. Sauf que des fois, il doit jouer avec les extra australiens, donc en dehors du pays. Des fois, il peut les prendre, des fois, il peut pas les prendre. Sauf que s'il les prend, ces joueurs-là doivent avoir une quatorzaine obligatoire. Donc il faut s'imaginer que Ryan Grant n'a pas joué les débuts de saison. Ils l'ont envoyé à Hibernian en Écosse s'entraîner pour qu'il puisse jouer les matchs de qualification. Non mais il faut vous rendre compte, c'est comme si on disait à Mbappé, écoute Kylian, est-ce que tu peux aller à Vancouver ouais, c'est ça, t'entraîner parce que nous on a un match important à jouer. Le parallèle c'est hyper compliqué et du coup le problème qu'il a c'est que il n'a pas le 11 titulaire, c'est-à-dire que Aaron Moy il est de retour, là il peut venir parce que donc la Chine, le championnat est terminé. Il est là, mais avant il pouvait pas venir, sauf que Aaron Moy c'est un des milieux, on va dire, c'est un des éléments clés en puissance, du milieu, voilà, un des éléments clés, donc vous faites ça, vous faites avec, vous faites tourner, puis il y a aussi les blessés, les choses normales, les blessés, tout ça. Awer Mabil par exemple, qui était quelqu'un qui était tout le temps titulaire, il joue plus du tout, il a un Covid qui a du mal à passer, plus je pense qu'à Midtjylland, il est peut-être passé plus dans la hiérarchie. Donc vous avez ça aussi à prendre, et la sélection, c'est difficile parce que là, pour l'instant, on n'est pas qualifié, virtuellement, on n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Vous avez un 11 contre le Japon, vous avez un 11 différent contre
contre l'Arabie Saoudite. Après, vous avez un 11 différent contre la Chine. Et en plus de ça, ben, les attaquants, par exemple, je sais qu'on a vu tous les deux le match, mais la façon de jouer est hyper compliquée en fonction Oui. des joueurs avec qui il met. Non, mais Euh, après on comprend, Enfin voilà, mais le comprend Covid pourquoi est c'est compliqué. Il peut pas hyper travailler, compliqué, ouais. il peut pas construire son équipe. Et tu le disais, hein, on rappelle, hein, pour l'instant l'Australie est 3e, elle est à 1 point du Japon, à 5 déjà de l'Arabie Saoudite. C'est donc très compliqué pour la sélection qui va jouer donc à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, on espère avoir fait un peu le tour sur cette grosse problématique qui est posée par la Covid en Australie. Et vous voyez que c'est bien au-delà du simple cas d'un numéro 1 mondial qui n'a pas le droit de sortir de l'aéroport. Et vous voyez aussi ce que subissent les sportifs de haut niveau locaux. Et vous comprenez aussi pourquoi peut-être ça a posé autant de problèmes dans l'opinion publique et pas que en Australie, cette affaire Djokovic, même si on n'est pas là pour en débattre. Mais voilà, merci Antoine de m'avoir accompagné sur ce podcast. Ben, merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on va en rester là donc pour ce podcast. Je vous encourage bien évidemment comme d'habitude à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir y interagir avec nous, notamment sur notre Discord. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas enfin non plus à vous abonner à nos différentes chaînes et notamment notre chaîne YouTube. Voilà, hein, laissez des petits pouces bleus, des commentaires et tout, on sera ravis d'y répondre. Et si vous voulez véritablement nous soutenir, c'est-à-dire financièrement et concrètement, vous pouvez vous offrir nos magazines. Le 17e est disponible à la vente, mais tous les numéros sont encore disponibles. Ça fait presque plus de 4 ans, ils sont tous disponibles, que ce soit au format papier ou au format numérique, qui est un peu moins cher aussi, il faut dire les choses. Sachez que nous avons aussi une librairie dans laquelle vous pourrez découvrir les ouvrages de notre maison d'édition, la biographie de Garrincha, la version française des 11 Caminos al Gol, le livre référence pour comprendre Marcelo Bielsa, et enfin le petit dernier de la famille, dont la sortie est prévue début février, dans quelques jours par rapport à la sortie de ce podcast, Primera Bola, qui lui va vous offrir l'opportunité de plonger à la découverte et de comprendre comment le football est né au Brésil et est devenu bien plus qu'un jeu, un sport pratiqué par les élites. Voilà, tous les liens pour vous procurer les magazines, les livres et tout le reste et nous rejoindre sur les réseaux sociaux sont évidemment dans la description. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes en fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez et je vous dis à très bientôt les amis.